Nous sommes à présent en plateau avec Nathalie Janson, économiste et professeure d'économie à Neoma Business School. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors on va passer en revue l'actualité économique récente ensemble et il y en a justement une à côté de laquelle on peut difficilement passer, c'est ce fameux coronavirus et plus spécifiquement l'impact que ça a sur l'économie chinoise, mais également sur l'économie internationale et plus précisément sur l'économie française. Si on regarde du point de vue de la France aujourd'hui, on disait en introduction que du coup ça a des impacts sur le cours du pétrole, ça a des impacts effectivement sur l'économie chinoise, mais du coup quel impact ça peut avoir sur l'économie française? Alors pour l'économie française, évidemment, là où elle est le plus impactée directement par rapport à son chiffre d'affaires, on va dire, c'est à travers les entreprises de luxe, puisqu'on sait que le luxe effectivement a la part belle au niveau de la Chine. Bien sûr, et bien évidemment ils sont directement impactés par le fait que les Chinois ne vont plus dans les magasins. Donc ils sont impactés de façon différente selon leur positionnement, c'est-à-dire ceux qui vendent plus en ligne sont peut-être un peu moins impactés que ceux qui vendent physiquement, mais néanmoins oui, eux c'est les premiers en termes de baisse de vente, c'est les premiers affectés sur le marché chinois sans aucun doute. Parce que François Henri Pinault, donc le PDG de Kering, disait qu'à partir du 23 janvier, il avait vu les activités du groupe se stopper net en Chine. À partir du moment où il y a eu la mise en place de mesures de quarantaine, plus aucune activité économique dans le pays. Oui, tout à fait. Donc là, les derniers chiffres effectivement montrent que l'activité, en tout cas dans les marchés physiques, elle s'est totalement écroulée évidemment dans les lieux les plus touchés, et que le seul faible espoir pour certains, c'est effectivement la vente en ligne qui peut continuer, puisque effectivement les livreurs, cette activité bat des records en Chine, quel que soit d'ailleurs le produit. Bien sûr. Mais bien évidemment, ils sont exposés pour c'est à peu près entre 10 et 20% selon les entreprises qui sont exposées sur le marché chinois. Donc bien évidemment, pour eux, c'est une baisse du chiffre d'affaires direct. Après, le reste de l'économie française, elle va être touchée d'une façon plus indirecte, parce qu'elle est liée, parce qu'on voit que la Chine étant maintenant faisant partie de la chaîne de valeur de production, et bien ce qui n'est pas produit en Chine pour arriver en France, pour être utilisé dans les chaînes de production françaises, et bien va bloquer. Donc on pense en particulier à l'industrie automobile, qui est la première en fait à être touchée à ce niveau-là, puisqu'il y a des usines en Europe qui s'arrêtent parce qu'en fait elles sont en manque de certaines pièces qui sont nécessaires à la production de certains types de véhicules. Donc l'impact ne vient pas que effectivement du fait qu'on a des clients chinois et donc du coup ils ne consomment plus et donc il y a une baisse de chiffre d'affaires, c'est aussi que parfois on ne peut plus tout simplement vendre ces produits parce qu'il nous manque des pièces. On peut plus les produire. Voilà, tout à fait. Alors bon, peut-être la bonne nouvelle, après c'est un problème de savoir si on a potentiellement des fabricants qui peuvent se substituer, puisque donc il y a quand même la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des sous-traitants en France. On a des sous-traitants en France. Voilà, donc peut-être qu'effectivement, alors tout dépend, et je pense que ce sont des décisions très difficiles à prendre quand on est dans une entreprise, puisque c'est de savoir est-ce que du coup on relance un sous-traitant pour qu'il accepte de nous fabriquer certaines pièces, avec toujours l'hypothèse qu'il peut fabriquer exactement la même, c'est-à-dire qu'il a la capacité de le faire, et donc capacité technique et la capacité de production de remplacer au pied levé. Et donc ça c'est une décision qui n'est effectivement pas facile à prendre, et comme l'information sur la situation chinoise n'est pas très claire, là on retrouve effectivement les travers du régime autoritaire, c'est-à-dire qu'en fait l'information est compliquée, c'est compliqué de savoir exactement où on en est de l'épidémie, et est-ce qu'on est dans une phase encore ascendante, enfin voilà, donc c'est compliqué pour en France se dire maintenant qu'est-ce que je fais avec les fournisseurs, voilà, exactement. L'incertitude elle est vraiment très élevée en termes de projection d'activité. Je pense que c'est le point en fait le plus négatif d'ailleurs pour l'ensemble de l'économie mondiale. Et c'est ce qui explique que ça a un impact aussi fort sur l'économie hors chinoise, j'ai envie de dire mondiale, parce que finalement il y a effectivement un risque d'épidémie. L'OMS a effectivement précisé que c'était un risque important, mais est-ce qu'on pouvait anticiper que ça aurait un impact aussi fort sur l'économie, alors qu'on peut se dire que les deux sont pas forcément liés au premier abord? On aurait peut-être, si l'information avait été diffusée plus vite, déjà les impacts auraient été différents. C'est-à-dire que là, en effet, on retrouve le travers du régime autoritaire. Même si on dit que la Chine s'est ouverte, on retrouve bien le problème des cadres qui ne veulent pas annoncer des mauvaises nouvelles aux grands chefs, et donc on va taire la mauvaise information. Et malheureusement, en cas d'épidémie, c'est une attitude totalement contre-productive, parce que du coup, on fait la part belle au virus qui va se répandre à une vitesse
s'accélérer. Donc en fait, c'est vraiment là où on voit en effet l'absence de prise en compte de tous les impacts en fait négatifs que le fait de cacher l'information va avoir en fait sur tout le monde. Et donc une complication, enfin des difficultés à anticiper. Complètement. Et il y a un autre sujet sur lequel les Européens ont eu des difficultés à anticiper encore un petit peu aujourd'hui, c'est ce fameux Brexit. Alors ça y est, il est acté depuis plus d'une semaine. Pour autant, les négociations continuent. Donc elles continuent avec un Royaume-Uni qui est sorti de l'Union européenne et Michel Barnier, donc qui représente l'Union européenne. Et il y a des points un peu d'achoppement sur ces négociations, et notamment la possibilité de pouvoir pêcher dans les eaux territoriales anglaises. C'est assez amusant que ce soit ce point spécifiquement qui froisse un petit peu de part et d'autre. Alors oui, ça peut être surprenant, mais en même temps, ça n'est pas tant que ça, parce qu'en fait, c'est avec les services financiers, la pêche en fait va devoir trouver un accord avant le reste. Donc on a une échéance plus courte. On a une échéance qui est en juin, alors que le reste est en décembre. Donc évidemment, on allait commencer par les dossiers les plus urgents. Bien sûr. Ouais. Et là, on voit que c'est vraiment un je me tiens, tu me tiens par la barbichette, puisque pour la pêche, pour le coup, on a vraiment une imbrication, une dépendance, une interdépendance très forte, puisque les Britanniques en fait vendent majoritairement les 2/3 de leur production à la France, et les Européens en fait pêchent massivement dans les eaux territoriales anglaises. C'est un argument de la campagne pour le Brexit. Oui. Voilà, tout à fait. Donc effectivement, là, on se retrouve avec quand même un point d'achoppement potentiellement assez délicat, puisque si les Anglais, donc le point de désaccord, c'est que les Anglais voudraient des accords annuels, alors que les Européens veulent des accords pluriannuels pour évidemment sécuriser la pêche. Donc dans l'accord pluriannuel, on se dit que si c'est ce que les Européens veulent, peut-être qu'en fait ils se sentent plus dépendants que les Anglais qui veulent un accord annuel, puisque si on veut un accord annuel, ça veut dire qu'on veut se laisser le droit d'en sortir quand on veut. Donc voilà, on en est là. Mais alors, parce que du coup, effectivement, là on a l'impression du coup, si les Européens veulent des accords pluriannuels, qu'ils se sentent plus dépendants. Mais est-ce qu'il y a vraiment, chacun monte les gros bras, j'ai envie de dire de son côté, c'est normal, c'est le début des négociations. Mais est-ce qu'il y a vraiment un rapport de force déséquilibré entre les deux dans ces négociations? Déséquilibré, je n'irai pas jusque là, puisque si on pêche massivement dans les eaux anglaises, ça veut dire que si les Anglais nous laissent plus aller pêcher, il va falloir qu'on trouve ailleurs. Donc là, c'est toujours le problème de l'alternative. Quelles sont les alternatives pour la pêche européenne? Quelles sont les autres eaux où elles peuvent pêcher? Et s'ils tiennent à des accords pluriannuels, sans doute que la réponse est qu'en fait, les alternatives sont peut-être pas si nombreuses que ça, ou sont plus compliquées à mettre en œuvre. Donc là, je dirais qu'on est quand même assez sur un niveau de tension assez élevé, puisque en fait chacun a beaucoup à perdre à ne pas vouloir aller sur des négociations détendues, quoi. Bien sûr. Alors ils ont également dit de part et d'autre qu'ils remettraient évidemment des contrôles aux frontières sur tous les échanges. Pour autant, on a l'impression que sur le reste des négociations, la volonté, alors après on ne sait pas si c'est ce qui arrivera ou non, on va quand même vers une situation qui ne sera pas si différente de quand le Royaume-Uni était dans l'Union européenne. Oui, alors là, les perspectives, les négociations avec Boris Johnson, c'est un peu comme Donald Trump. Oui, c'est ça, compliqué. On sait jamais. Donc là, je sais qu'il y a eu un épisode où visiblement la commissaire européenne est un peu désespérée parce que il a fait une sortie en disant qu'il voulait aller sur un accord comme avec l'Australie, mais en fait avec l'Australie, l'Union européenne n'a pas d'accord. Donc il s'est dit mais de quoi il parle exactement? C'est un peu inquiétant. Et par ailleurs, effectivement, sur les services financiers, les Anglais étaient assez sereins parce que depuis le début, ils ont donc perdu ce fameux passeport européen dont on a beaucoup parlé au début, on en a beaucoup moins parlé après. Et on allait sur un régime d'équivalence qui veut dire à peu près que si on est d'accord sur la façon dont on réglemente d'un côté et de l'autre de la Manche, eh bien, comme on a les mêmes conditions de réglementation, on va pouvoir continuer à avoir des activités, à reconnaître les activités de l'autre mutuellement sans aucun problème. Et puis, donc, les Britanniques étaient assez sereins par rapport à ça, et visiblement Michel Barnier les a un petit peu refroidis en disant qu'en fait, il n'était pas du tout acté que cette reconnaissance mutuelle soit en fait permanente. C'est-à-dire que ça ne sera pas une reconnaissance mutuelle qui ne sera pas revue régulièrement. Donc en fait, si effectivement cette reconnaissance mutuelle du principe d'équivalence, en fait, elle est revue régulièrement, ou elle est sous la menace en fait d'être remise en cause très rapide, avec un délai très court, puisqu'en fait c'est ça qui est le point d'achoppement, et bien finalement ce sera peut-être un peu moins serein, même si les chances quand même qu'on ait des divergences de fond fortes, il y a quand même très peu de chances que ça
arrive en termes réglementaires, puisque la Grande-Bretagne est quand même assez en pointe sur tout ce qui est réflexion sur la réglementation bancaire et financière. Et alors, est-ce qu'on va voir du coup les banques britanniques déferler à Francfort et à Paris comme on l'anticipait il y a 1 ou 2 ans au tout début? J'ai toujours émis assez de réserves sur ce scénario-là parce qu'effectivement, et c'est pour ça sans doute que l'Angleterre pense qu'elle a un avantage incontestable, c'est bien évidemment la finance anglaise, elle a quand même une certaine historique. Bien sûr, oui. Effectivement, vous avez quand vous êtes une place importante, vous développez des services connexes qui vont avec, donc des services juridiques, vous avez tout un écosystème qui est très efficace et on ne va pas le reproduire à l'identique. Oui, bien sûr, c'est pas qu'une question de positionnement géographique. Exactement. Donc effectivement, pour le moment, les activités sont quand même toujours là-bas, les experts sont toujours là-bas, et donc déplacer d'un seul coup et dire qu'on va recréer la même chose à Paris ou en Allemagne, c'est peut-être un peu prématuré. Merci beaucoup Nathalie Janson. Nathalie Janson, je rappelle que vous êtes économiste et professeure d'économie à Neoma Business School.